Si elle joue du piano, je démissionne immédiatement. Le rire du directeur Richard Thompson résonna dans l'auditorium de la prestigieuse Académie de musique classique de Manhattan, suivi par les ricanements étouffés des juges et des étudiants présents. Ses yeux bleus brillaient d'un amusement cruel, tandis qu'il observait la jeune fille de 17 ans, debout au centre de la scène. Amara Johnson tenait fermement sa partition, ignorant totalement que toutes les autres candidates utilisaient des tablettes coûteuses contenant leurs partitions numérisées. Le silence gênant qui s'ensuivit après la remarque du directeur ne fut interrompu que par le bruit de quelques téléphones portables allumés discrètement, prêts à enregistrer ce que tout le monde s'attendait à être un désastre monumental. « Pardon, monsieur ?» demanda Amara avec un calme qui l'étonna elle-même. Sa voix ne tremblait pas du tout, même si son cœur battait à tout rompre. Thompson se pencha en avant sur sa chaise, un sourire condescendant toujours accroché à ses lèvres. « Chérie, c'est l'académie de musique classique la plus prestigieuse du pays. Nos élèves commencent à l'âge de 4 ans avec les meilleurs professeurs privés au monde. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec ça ?» La professeure Mitchell, assise à côté de lui, murmura quelque chose à propos de lui donner une chance, mais Thompson l'interrompit d'un geste impatient. « Non, laissez-la essayer. Ce sera instructif pour nous tous. » Il se tourna vers les autres juges. « Combien de temps pensez-vous qu'elle tiendra avant d'abandonner ? Je parierais moins de 2 minutes. » Amara avait grandi dans le Bronx, où le son du piano provenait des églises le dimanche et des bars de jazz le vendredi soir. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une académie comme celle-ci, avec ses sols en marbre et ses portraits de compositeurs disparus qui observaient tout d'en haut. Pourtant, elle ne s'était jamais laissée intimider par ceux qui jugeaient sa valeur en fonction de la couleur de sa peau ou du code postal de son quartier. « Quelle pièce avez-vous préparée ?» demanda Thompson, visiblement amusé par la situation. « Quelque chose de simple, j'imagine. Peut-être Mariade à Little Lamb ?» Les rires se répandirent dans l'auditoire comme une traînée de poudre. Certaines filles chuchotaient entre elles, désignant Amara du doigt et faisant des commentaires qu'elles feignaient de ne pas entendre. Rachmaninoff, concerto pour piano numéro 2 en do mineur. La réponse jaillit comme un coup de feu, interrompant l'atmosphère moqueuse qui régnait dans l'auditorium. Le sourire de Thompson vacilla un instant avant de revenir encore plus large. Rachmaninoff ? Êtes-vous sûr de savoir comment prononcer cela correctement ? Encore des rires. Chérie, ce concerto est interprété par des pianistes qui ont étudié pendant des décennies pour le maîtriser. Même nos élèves les plus avancés le trouvent difficile. Amara s'avança vers le piano Steinway qui trônait au centre de la scène, un instrument coûtant plus cher que la maison où elle vivait avec sa grand-mère. Ses mains, habituées au piano de l'église où elle s'exerçait chaque jour après l'école, tremblèrent légèrement en touchant cette surface parfaite. « Vous savez quoi ?» s'exclama Thompson de manière théâtrale. « Je vais faire un pari public. Si cette fille parvient à jouer Rachmaninoff, et quand je dis jouer, je veux dire vraiment jouer, pas seulement appuyer sur les touches au hasard, je démissionnerai de mon poste de directeur de cette académie. » L'auditorium fut plongé dans un silence total. Même les chuchotements cessèrent. Des téléphones portables furent brandis dans tous les coins, prêts à immortaliser le moment où la fille du Bronx serait publiquement humiliée ou, au contraire, où l'un des directeurs les plus arrogants du monde de la musique classique serait contraint de tenir une promesse stupide. Amara s'assit au piano et ajusta la hauteur de son siège. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les paroles de sa grand-mère. « Ma fille, quand le monde te sous-estime, laisse ta musique parler pour toi. » Ce que personne dans cette salle ne savait, c'est qu'Amara Johnson n'était pas seulement une fille du Bronx avec un rêve impossible. Elle était bien plus redoutable pour des gens comme Thompson. Un prodige musical forgé dans l'adversité, sur le point de prouver que le talent n'a ni couleur, ni classe sociale, ni code postal. Alors qu'elle posait ses doigts sur les touches, un petit sourire effleura ses lèvres. Si cette histoire de détermination contre toute attente vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer sur cette scène va complètement redéfinir le sens du mot « impossible ». Ce que Thompson ne savait pas, et ne pouvait même pas imaginer, c'est qu'Amara Johnson avait grandi avec le son des préjugés résonnant dans ses oreilles depuis l'âge de 5 ans. Quand d'autres directeurs d'académie affirmaient que le jazz serait peut-être plus adapté à quelqu'un comme elle, quand des professeurs particuliers annulaient leurs cours après l'avoir rencontrée en personne, ou quand les magasins d'instruments la surveillaient comme si elle allait voler quelque chose, chaque remarque avait agi comme un carburant, chaque porte fermée, une leçon sur le monde qu'elle devait conquérir. Professeur Mitchell, Thompson se tourna vers la juge à côté de lui sans même essayer de baisser la voix. Je vais utiliser cette situation comme exemple pour nos élèves sur l'importance d'une préparation adéquate. Ce sera une leçon précieuse sur la réalité contre le fantasme. Mitchell semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Le silence était complice, et Amara connaissait bien ce type de complicité.
C'était le même silence qui permettait aux garçons blancs de Manhattan d'être acceptés avec des performances médiocres, tandis qu'elle devait être parfaite juste pour être considérée. Thompson poursuivit sa présentation devant le public, comme si Amara n'était qu'un objet d'étude. Vous voyez, c'est une opportunité éducative. Combien d'entre vous pensent qu'elle réussira à jouer plus de 2 pages avant d'abandonner? Des mains se levèrent dans l'auditorium. Des rires étouffés se répandirent. Les téléphones portables continuaient à enregistrer, désormais avec la certitude que la vidéo deviendrait virale. Ce n'était pas tous les jours qu'on voyait une tentative aussi audacieuse. Mais tandis que Thompson orchestrait sa comédie cruelle, Amara revivait mentalement les 12 dernières années de sa vie. Se levant à 5 heures du matin pour répéter à l'église avant d'aller à l'école. Travaillant comme baby-sitter l'après-midi pour financer ses trajets en bus jusqu'à Manhattan, où se trouvaient les cours gratuits le week-end. Étudiant des partitions dans les bibliothèques publiques parce qu'elle n'avait pas les moyens de les acheter. Sa grand-mère, Donna, avait été sa seule constante, une ancienne pianiste de jazz qui n'avait jamais eu l'opportunité que son talent méritait. Elle avait reconnu le don de sa petite fille dès le premier accord qu'Amara avait joué à l'âge de 6 ans. « Ma fille, lui avait-elle dit ce jour-là, tu as des mains faites pour raconter des histoires, mais dans ce monde, tu devras crier ces histoires pour que quelqu'un les entende. Que faites-vous » Thompson consulta sa montre avec une impatience théâtrale. « Ah, peut-être avez-vous besoin de temps pour, comme vous dites, vous préparer. » La référence n'était pas subtile. C'était exactement le genre de commentaire qu'il faisait lorsqu'il se croyait intelligent, réduisant l'identité d'une personne à des stéréotypes bon marché qui alimentaient son ego surdimensionné. Amara posa ses doigts sur les touches. Le Steinway réagissait différemment du piano de l'église. Il était plus sensible, plus dynamique, plus vivant. C'était comme passer d'un vélo à une Ferrari. Chaque touche offrait des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Une dernière chose », annonça Thompson, visiblement amusé par sa propre mise en scène. « Quand vous échouerez, je veux que tout le monde observe la différence entre le vrai talent et une ambition mal placée. » À ce moment, quelque chose s'illumina dans les yeux d'Amara. Ce n'était pas de la colère. La colère aurait été émotionnelle et réactive, exactement ce que Thompson attendait. C'était quelque chose de bien plus dangereux, une détermination cristalline mêlée à des années de préparation silencieuse. Car Thompson avait commis l'erreur classique des hommes comme lui. Il avait supposé que comprendre le système signifiait comprendre le talent, que le privilège équivalait à la compétence, que sa position lui donnait le droit de juger le potentiel de personnes qu'il ne daignait même pas connaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Amara n'était pas arrivée là par hasard. Elle ne s'était pas réveillée un matin en décidant de tenter sa chance dans cette académie prestigieuse. Chaque note qu'elle allait jouer dans les pages suivantes avait été étudiée, disséquée, répétée jusqu'à devenir une mémoire musculaire. Rachmaninoff n'était pas un choix aléatoire, c'était une déclaration de guerre. Tandis que l'auditoire s'attendait à un échec inévitable, tandis que Thompson préparait mentalement les mots condescendants qu'il utiliserait pour la consoler après l'humiliation publique, tandis que les téléphones portables continuaient d'enregistrer ce que tout le monde espérait être une confirmation que certaines personnes devaient connaître leur place, Amara ferma les yeux une dernière seconde. À cet instant, elle entendit la voix de sa grand-mère. « Quand le monde essaie de te rabaisser, réponds en devenant plus grande qu'il ne l'aurait jamais imaginé. » La première note retentit dans l'auditorium comme un coup de feu. Ce n'était pas la note hésitante et nerveuse à laquelle tout le monde s'attendait. C'était une note qui portait en elle 12 années de préparation, des siècles de musique classique et la détermination inébranlable d'une jeune fille qui avait transformé chaque affront en carburant pour ce moment précis. Thompson ressentit une étrange sensation dans son estomac. « Ce n'est qu'une note », se dit-il. Une note ne signifie rien. Mais au fond de lui, une partie primitive de son esprit, celle qui reconnaissait le véritable talent lorsqu'elle l'entendait, commença à chuchoter un mot qu'il refusait d'accepter. Impossible. Chaque humiliation supplémentaire ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait de lui infliger. Pendant un instant, alors qu'elle fermait les yeux face à toutes ces attentes cruelles, Thompson crut avoir brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable grandeur réalisent qu'elle émerge précisément dans le silence qui précède la tempête. Les premières phrases de Rachmaninoff s'écoulèrent sur les touches comme de l'eau ruisselant sur des pierres polies. Chaque note était d'une telle précision que toute la salle retint son souffle. Ce n'était pas seulement une question de technique, mais une interprétation pure. Comme si Amara conversait directement avec le compositeur à travers le temps. Thompson sentit le sourire s'effacer lentement de son visage. La jeune fille ne se contentait pas de jouer les bonnes notes. Elle interprétait avec une maturité musicale qu'il voyait rarement chez des pianistes ayant des décennies d'expérience. Son esprit refusait de traiter ce que ses oreilles percevaient. Impossible.
murmura-t-il à Mitchell, qui s'était penché en avant sur sa chaise, complètement absorbé par la performance. Elle a dû mémoriser un enregistrement. Ce n'est qu'une imitation. Mais même en disant cela, Thompson savait qu'il se mentait à lui-même. L'imitation ne pouvait pas produire cette qualité sonore, cette connexion émotionnelle avec chaque phrase musicale. Ce qu'il entendait, c'était un véritable talent artistique. Mitchell ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur Amara, qui naviguait désormais à travers des passages techniques qui faisaient pleurer les étudiants avancés. Les mains de la jeune fille bougeaient avec une fluidité qui semblait défier les lois de la physique. Dans le public, les téléphones portables, initialement brandis pour enregistrer un échec, capturaient désormais quelque chose de complètement différent. Les étudiants, venus assister à une humiliation publique, devenaient témoins de quelque chose qui allait changer à jamais leur propre perspective sur la musique classique. Jennifer Walsh, fille d'un chef d'orchestre célèbre et pianiste depuis l'âge de 4 ans, murmura à son ami à ses côtés. « J'ai essayé d'apprendre ce passage pendant 2 ans et je n'ai jamais réussi à le jouer comme ça. » Thompson consulta sa montre avec une impatience théâtrale. « Ah, peut-être avez-vous besoin de temps pour, comme vous dites, vous préparer. » La référence n'était pas subtile. C'était le genre de commentaire qu'il faisait en se croyant intelligent, réduisant l'identité d'une personne à des stéréotypes bon marché qui alimentaient son ego démesuré. Amara posa ses doigts sur les touches. Le Steinway répondait différemment du piano de l'église. Il était plus sensible, plus dynamique, plus vivant. C'était comme échanger un vélo contre une Ferrari. Chaque touche offrait des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Une dernière chose », annonça Thompson, manifestement amusé par sa propre mise en scène. « Si vous échouez, je veux que tout le monde observe la différence entre le vrai talent et une ambition mal placée. » À cet instant, quelque chose s'illumina dans les yeux d'Amara. Ce n'était pas de la colère. La colère aurait été émotionnelle et réactive, exactement ce que Thompson attendait. C'était quelque chose de bien plus menaçant, une détermination claire, mélangée à des années de préparation silencieuse. Thompson avait commis l'erreur classique des hommes comme lui. Il avait supposé que connaître le système signifiait comprendre le talent, que le privilège était synonyme de compétence, que sa position lui conférait le pouvoir de juger le potentiel de personnes qu'il ne daignait même pas connaître. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amara n'était pas arrivée là par hasard. Elle ne s'était pas réveillée un matin en décidant de tenter sa chance dans cette académie prestigieuse. Chaque note qu'elle allait jouer avait été étudiée, disséquée, répétée jusqu'à devenir une mémoire musculaire. Rachmaninoff n'était pas un choix anodin, c'était une déclaration de guerre. Tandis que le public s'attendait à un échec inévitable, que Thompson préparait les mots condescendants qu'il utiliserait pour la consoler après l'humiliation publique, et que les téléphones portables continuaient à enregistrer ce que tout le monde espérait être une confirmation que certaines personnes devaient connaître leur place, Amara ferma les yeux une dernière fois et entendit la voix de sa grand-mère. « Quand le monde essaie de te rabaisser, réponds en devenant plus grande qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. » La première note résonna dans l'auditorium comme un coup de feu. Ce n'était pas la note hésitante et nerveuse à laquelle tout le monde s'attendait. C'était une note qui portait en elle 12 années de préparation, des siècles de musique classique et la détermination inébranlable d'une jeune fille qui avait transformé chaque affront en carburant pour ce moment précis. Thompson ressentit une sensation étrange dans son estomac. « Ce n'est qu'une note », se dit-il. Une note ne signifie rien. Mais au fond de lui, une partie primitive de son esprit, celle qui reconnaissait le vrai talent, commença à murmurer un mot qu'il refusait d'accepter. Impossible. Chaque humiliation supplémentaire ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait de lui infliger. Pendant un instant, alors qu'elle fermait les yeux face à toutes ces attentes cruelles, Thompson crut avoir brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable grandeur savent qu'elle émerge précisément dans le silence qui précède la tempête. Les premières phrases de Rachmaninoff s'écoulèrent sur les touches comme de l'eau ruisselant sur des pierres polies. Chaque note était d'une telle précision que toute la salle retint son souffle. Ce n'était pas seulement une question de technique, mais une interprétation pure. Comme si Amara conversait directement avec le compositeur à travers le temps. Thompson sentit le sourire s'effacer lentement de son visage. La jeune fille ne se contentait pas de jouer les bonnes notes. Elle exécutait avec une maturité musicale qu'il voyait rarement chez des pianistes ayant des décennies d'expérience. Son esprit refusait de traiter ce que ses oreilles percevaient. « Impossible !» murmura-t-il à Mitchell, qui s'était penché en avant sur sa chaise, complètement absorbé par la performance. Elle a probablement mémorisé un enregistrement. Ce n'est qu'une imitation. Mais même en prononçant ces mots, Thompson savait qu'il se mentait à lui-même. L'imitation ne pouvait pas produire cette qualité sonore, cette connexion émotionnelle avec chaque phrase musicale.
Ce qu'il entendait, c'était un véritable talent artistique. Mitchell ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur Amara, qui naviguait maintenant à travers des passages techniques qui faisaient pleurer de nervosité les pianistes professionnels. Les mains de la jeune fille bougeaient avec une fluidité qui semblait défier les lois de la physique. Dans le public, les téléphones portables, initialement brandis pour enregistrer un échec, capturaient maintenant quelque chose de complètement différent. Les étudiants, venus pour assister à une humiliation publique, étaient témoins de quelque chose qui allait changer à jamais leur perspective sur la musique classique. Jennifer Walsh, fille d'un chef d'orchestre célèbre et pianiste depuis l'âge de 4 ans, murmura à son amie à côté d'elle. « J'ai essayé d'apprendre ce passage pendant 2 ans et je n'ai jamais réussi à le jouer comme ça. » La réalité de ce qu'il avait promis publiquement se matérialisait comme un cauchemar. Ce n'était pas seulement son poste qui était en jeu, mais l'intégralité de sa réputation, bâtie au fil de décennies d'arrogance et d'élitisme. « Richard » lui murmura le président du conseil à l'oreille. « Avez-vous réellement dit que vous démissionneriez si elle jouait bien ?» « Je plaisantais » balbutia Thompson, mais même lui savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Des dizaines de téléphones portables avaient capturé sa promesse cruelle. En quelques heures, elle serait virale sur toutes les plateformes. Amara atteignit le passage culminant. Un extrait qui nécessitait une coordination surhumaine entre les mains, une force physique extraordinaire et un contrôle émotionnel absolu. Elle joua avec une intensité telle que la salle semblait trop petite pour contenir une telle grandeur. L'accord final explosa comme un coup de tonnerre résonnant dans chaque recoin de l'auditorium. Puis, un silence total. Amara se leva de son siège avec la même dignité qu'elle avait conservée tout au long de cette humiliation. Il n'y avait aucune arrogance dans son attitude, seulement la sérénité de quelqu'un qui avait prouvé un point transcendant la musique. Le talent ne connaissait ni couleur, ni classe sociale, ni code postal. Le public éclata en applaudissements qui durèrent 5 minutes entières. Les étudiants se levèrent, et certains professeurs pleuraient ouvertement. Même les agents d'entretien, qui s'étaient arrêtés pour écouter, applaudissaient depuis la porte. « Bravo !» cria quelqu'un. « Bravissimo !» Thompson restait assis, paralysé par l'ampleur de son erreur. Non seulement il avait sous-estimé Amara, mais il avait humilié publiquement une artiste de calibre mondial, et tout avait été enregistré. « Monsieur Thompson », lui dit Amara d'un ton calme qui contrastait avec le tumulte émotionnel qui l'entourait. « Je crois que vous avez quelque chose à accomplir. » Sa phrase trancha l'air comme une lame. Tous les téléphones portables se tournèrent vers Thompson, qui comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Sa promesse avait été spécifique, publique et impossible à nier. « Peut-être pourrions-nous en discuter en privé » murmura-t-il, mais sa voix fut étouffée par le murmure collectif de désapprobation. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur » répondit Amara, « votre promesse était publique. Votre réponse devrait l'être aussi. » Le professeur Chen, qui avait observé discrètement depuis le fond de la salle, s'approcha de la scène. « Richard, vous n'avez pas seulement sous-estimé une artiste exceptionnelle. Vous avez montré exactement le type de préjugés que cette institution devrait combattre, et non perpétuer. » Le public murmura son accord. Les étudiants qui avaient toujours respecté l'autorité de Thompson le voyaient désormais tel qu'il était réellement. Un petit homme caché derrière des titres et des traditions vides de sens. Mitchell se leva de la table des juges. « Amara, au nom de cette académie, je vous présente mes excuses les plus sincères pour la façon dont vous avez été traitée. Votre performance était transcendante. »« Merci », répondit simplement Amara. « Mais il ne s'agit pas d'excuses, il s'agit de changement. » Thompson trouva enfin la force de se lever, tremblant visiblement. Il savait que chaque seconde d'hésitation était enregistrée et que sa réputation était détruite en temps réel sur les réseaux sociaux. « Je tiendrai parole », dit-il, chaque mot sortant comme un verbe brisé. « Je présenterai ma démission au conseil demain matin. » La déclaration fut accueillie non par des acclamations, mais par un silence pesant. La justice avait été rendue, mais tout le monde comprenait qu'il s'agissait d'une victoire amère, révélatrice de problèmes bien plus profonds. Un étudiant dans le public s'écria en direct sur Instagram, « Il y a déjà 50 millions de vues. » Thompson sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement son poste qui était perdu, mais sa réputation dans le monde entier de la musique classique qui était ruinée. Universitaires, critiques, musiciens professionnels, tous allaient voir comment il avait humilié une artiste exceptionnelle uniquement par préjugés. « Amara », dit le professeur Chen en s'approchant, « vous venez de livrer l'une des performances les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Ce serait un honneur de vous aider à orienter vos prochaines étapes dans votre carrière. » Alors que les offres de mentorat et les opportunités commençaient à affluer de toutes parts, une vérité incontournable planait dans l'air.
Cette performance n'avait pas seulement changé la vie d'Amara, elle avait également mis à jour les fondations sur lesquelles reposaient de nombreuses institutions prestigieuses. Thompson quitta l'auditorium par l'arrière, conscient que sa carrière était terminée, non pas par un manque de connaissances musicales, mais par un manque d'humanité fondamentale. Dans un monde moderne où chaque instant peut être enregistré et partagé instantanément, l'arrogance avait un prix trop élevé. La justice avait été rendue, mais l'histoire ne faisait que commencer. Car lorsque le vrai talent rencontre l'opportunité, aucune force au monde ne peut l'arrêter. 6 mois plus tard, la vie d'Amara avait complètement changé. Assise dans le bureau de son nouveau manager à Manhattan, elle examinait les contrats pour 3 enregistrements différents, ainsi que des invitations à jouer avec des orchestres internationaux. La vidéo de sa performance avait dépassé les 15 millions de vues, faisant d'elle une sensation mondiale dans le domaine de la musique classique. Carnegie a confirmé, annonça David Chen, désormais officiellement son mentor, en tenant son téléphone. Ils veulent que tu sois leur soliste principal pour la saison de printemps. C'est le rêve de tout pianiste. Pendant ce temps, Richard Thompson vivait un cauchemar qui semblait sans fin. Son licenciement n'était que le début. Aucune académie ou conservatoire du pays ne souhaitait l'engager après la diffusion de la vidéo virale. Son arrogance cruelle était devenue un cas d'étude sur les préjugés institutionnels, discutés dans les universités et lors de conférences éducatives. Papa a perdu un autre emploi, postait sa fille sur Instagram, exprimant comment la famille était devenue un paria social. Personne ne veut engager un professeur qui humilie publiquement ses élèves. La communauté de Manhattan connaissait une transformation complète. Le nouveau directeur, le professeur Williams, avait mis en place des politiques de diversité et des programmes de bourse pour les étudiants issus de quartiers défavorisés. Le talent existe partout, avait-il déclaré lors d'une interview. Notre responsabilité est de le trouver, pas de le rejeter. Mitchell, désormais directrice académique, était devenue une fervente défenseuse de l'inclusion. Amara nous a montré que l'excellence n'a ni couleur ni code postal. Nous avons failli perdre l'une des plus grandes artistes de notre génération à cause de simples préjugés. Dans le Bronx, l'église Mount Olive avait reçu suffisamment de dons pour acheter un nouveau piano Steinway. Une plaque dorée à côté indiquait « Donné par Amara Johnson pour que d'autres rêves trouvent leur voie ». Donama regardait sa petite fille jouer sur ce même piano où tout avait commencé. « Tu n'as pas seulement réalisé ton rêve », lui dit-elle fièrement. « Tu as modifié la donne pour ceux qui viendront après toi. » L'impact a dépassé le domaine de la musique. Les universités ont commencé à revoir leur processus de sélection. Les entreprises ont instauré des formations contre les préjugés, et l'histoire d'Amara a été le sujet d'un documentaire primé sur le talent par rapport aux privilèges. « J'ai reçu 200 messages aujourd'hui », annonça Amara à sa grand-mère en lui montrant son téléphone. Des jeunes noirs de tout le pays affirmaient avoir été inspirés à ne pas abandonner leurs rêves. Quant à Thompson, il avait vendu sa maison à Manhattan et s'était installé dans un appartement modeste. Sa femme l'avait quitté, épuisée par l'humiliation sociale constante. Ses anciens collègues l'évitaient, et sa réputation, construite au fil de plusieurs décennies, s'était évaporée en seulement 23 minutes d'arrogance filmée. « J'aurais peut-être dû écouter la musique avant de juger la musicienne », confia-t-il à un thérapeute, confrontant enfin les préjugés qui avaient détruit sa carrière. Le dernier concert d'Amara au Carnegie affichait complet en seulement 12 minutes. Dans le public, des étudiants de conservatoire, des critiques musicaux et des centaines de jeunes noirs qu'elle avait encouragés à poursuivre leurs rêves dans la musique classique assistaient à la scène. Lorsque les derniers accords de Rachmaninoff résonnèrent dans le théâtre historique, l'ovation dura 10 minutes. Des larmes coulaient sur le visage d'Amara alors qu'elle s'inclinait, se remémorant la jeune fille du Bronx qui souhaitait simplement jouer du piano. « Merci, dit-elle au micro, de m'avoir appris que la meilleure réponse à la discrimination n'est pas la colère, mais l'excellence. » Dans les coulisses, les offres des maisons de disques et des universités s'accumulaient. Amara était devenue non seulement une pianiste de renommée mondiale, mais aussi le symbole que le talent transcende toutes les barrières que la société tente d'imposer.